Souvenez-vous, il est midi, le 17 mars 2020. Toutes les radios et les télés du pays vous informent que vous n'avez plus le droit de quitter votre domicile. Vous êtes confinés. Confinés mercredi, confinés jeudi, confinés vendredi, avec cette désagréable impression de revivre encore et encore le même jour, comme dans un jour sans fin ou le jour de la marmotte. Peut-être avez-vous eu cette irrésistible envie de communiquer avec vos voisins, vos amis, votre famille. Peut-être certains d'entre vous se sont demandé mais comment je vais pouvoir continuer à m'approvisionner, comment je vais pouvoir continuer à envoyer mes enfants à l'école, ou même comment je vais pouvoir tout simplement travailler. Ce jour-là, peut-être que le monde a pris conscience que la lumière était devenue aussi importante dans notre vie collective que l'électricité ou l'eau que nous buvons. Je parle de lumière, mais de quelle lumière? Cette lumière qui circule dans les artères de communication par lesquelles nos emails, nos photos, nos vidéos sont échangées entre nous dans le monde entier. Cette lumière clignotante, quand elle est allumée, c'est un 1, quand elle est éteinte, c'est un 0, parce que toutes ces données sont numérisées. Donc cette lumière va être émise dans une fibre optique, propagée dans une fibre optique comme celle-là. Une fibre optique, ça ressemble à un fil électrique. Pourtant, c'est bien du verre. Attention, ça casse. C'est du verre transparent. Donc cet épisode a conduit à une adoption accélérée des services numériques. Et la fibre, aujourd'hui, si on regarde à quel point elle est abondamment répartie dans le monde, imaginez qu'on mette bout à bout toutes les sections de fibres qui ont été déployées sur Terre, qu'on en fasse une énorme bobine et qu'on la déroule. Et bien à la fin de cette année, pour la première fois, on dépassera la dernière planète connue du système solaire. 5 milliards de kilomètres de fibres. Ça paraît extrêmement impressionnant. Et pourtant, 3 milliards d'habitants sur Terre n'ont pas d'accès à Internet haut débit. Il peut y avoir de très bonnes raisons. Peut-être parce qu'ils ont des difficultés économiques, ne peuvent pas se payer un accès à Internet haut débit. Ou alors parce qu'ils habitent dans un endroit isolé, un désert, une montagne. Ou alors parce qu'ils ont été victimes d'une catastrophe à Beyrouth ou à Saint-Martin-Vésubie dans les inondations d'hier. Ou alors parce qu'ils sont sur un moyen de transport, un bateau, un avion. Ou bien sûr, avoir un fil à la patte, ça ne paraît pas très pratique pour se déplacer. Certains d'entre vous diront que le problème est connu et il a été résolu. Depuis l'espace, par des satellites. Des satellites qui fonctionnent selon le même principe que nos téléphones portables. Satellites qui utilisent les ondes radio. Eh bien, ils n'auraient que très très partiellement raison. Seul 1%, ou même moins de 1% des données qui circulent dans le monde utilisent les satellites. Les données qui circulent d'un continent à l'autre passent par des câbles à fibre optique sous-marins. Donc c'est que les solutions radio ne répondent pas aux problèmes dont je viens de parler. Imaginez un monde où les satellites ne seraient plus radio, mais optiques. Après tout, la lumière a transformé le monde tel que nous le vivons via les réseaux de télécom. Pourquoi est-ce que la même révolution n'aurait pas lieu dans l'espace? Pour ça, je vais m'interroger sur la nature même de la lumière. En comparant ces deux objets que vous connaissez bien, un pointeur laser et une lampe de poche. Ces deux sources de lumière ont l'air très proches. D'ailleurs, elles sont basées sur le même générateur de lumière qu'on appelle une diode. Pourtant, elles ont un comportement très différent. Donc, d'abord, une diode, c'est une lumière qui va être émise dans toutes les directions. C'est ce que j'ai représenté là sur le graphe, sous forme de rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. Imaginez maintenant que je mette cette diode dans une boîte formée de deux miroirs en vis-à-vis. Les rayons vont être émis dans toutes les directions, donc vont sortir de la boîte, sauf s'ils rencontrent un obstacle. Cet obstacle, potentiellement, c'est le miroir, sur lequel ils vont rebondir
comme dans les jeux vidéo que vous connaissez bien. Et le seul endroit où il va y avoir la possibilité pour la lumière de faire des allers-retours sans s'arrêter, eh bien, ça va être exactement sur l'axe formé par les deux miroirs. Et si vous faites une toute petite ouverture, vous allez avoir en sortie un faisceau extrêmement directif, comme ce pointeur. Alors évidemment, pour le problème dont je parlais, c'est très intéressant, parce que les scientifiques connaissent depuis très longtemps des lois fondamentales qui nous permettent d'évaluer jusqu'où on peut aller entre les ondes radio et les ondes optiques. Et cette loi s'appelle la loi de la diffraction. Et par cette loi, on peut prédire qu'un pointeur laser est 8000 fois plus directif qu'une onde radio la mieux optimisée possible. Ça veut dire que ce qui va arriver sur Terre, sur la surface sur laquelle vous avez pointé avec votre pointeur, vous allez être 50 millions de fois plus puissant sur cette surface. Ça paraît un gain très intéressant. Et pourtant, il y a encore beaucoup de travail. Alors pour simplifier le problème, on va commencer par imaginer que le pointeur, il va être émis à partir d'une position. Ce serait quand même plus facile que cette position soit fixe, parce que quand j'essaie de stabiliser un pointeur avec mon poignet, c'est très compliqué. Donc imaginez ce qui se passe si vous êtes depuis l'espace. Donc avoir un pointeur qui se déplace à la même vitesse que la Terre pour donner l'impression qu'il est immobile, c'est quand même très très intéressant. C'est un problème extrêmement bien connu par les astronomes. Il suffit de se placer sur le plan de l'équateur, à 36 000 km, on appelle ça une orbite géostationnaire. Mais 36 000 km, c'est loin. Et si on voulait, à partir de cette distance, récupérer un seul photon, eh bien, il faudrait en émettre 100 milliards de milliards de milliards. Alors, ça peut ressembler à un problème d'extraction d'une aiguille dans une botte de foin. Donc, je me suis posé la question, quelle était la botte de foin qui représenterait la difficulté du problème? C'est évidemment pas la taille d'une baignoire, c'est pas la taille du Stade de France. Si vous faisiez une botte de foin qui occupe la totalité de la Terre, eh bien, ça suffirait encore pas pour représenter la difficulté de ce problème-là. Donc clairement, il faut se préoccuper comment faire une lumière puissante. Et alors là, si j'avais un microscope extrêmement fin et que j'essayais d'analyser la lumière, eh bien, je me rendrais compte que c'est une vague. Une vague, une onde. Donc un objet qui oscille. Et lorsqu'on essaie d'imaginer qu'on ajoute des ondes, eh bien ces ondes, si on ne fait pas attention, vont s'ajouter de manière totalement désordonnée. Elles vont s'ajouter, on dit techniquement, de manière incohérente. En revanche, si je fais très attention qu'elles s'encastrent rigoureusement l'une dans l'autre quand je les ajoute, eh bien là, je vais avoir la possibilité d'avoir une onde dont l'amplitude augmente, augmente, augmente. Et c'est ce que je vais retrouver dans mon laser. En effet, lorsque je mets mes deux miroirs, en fait, qu'est-ce que je fais? Je replie mes ondes, et donc j'ai toutes les conditions pour les ajouter. Et si j'ai bien fait mon travail, alors j'obtiens exactement les conditions dont je vous ai parlé auparavant. Il y a une conséquence à ça. C'est qu'il faut que la périodicité de l'onde, toutes les ondes qui s'ajoutent, soient rigoureusement identiques. Or, je vous ai dit, au départ, que ma diode, elle émettait une lumière blanche. Blanche, ce n'est pas une couleur. Blanche, c'est la somme de toutes les couleurs. Et qu'est-ce qui fait que mon oscillation change de périodicité? C'est justement la couleur. Donc, si je prends la lumière qui vient de ma diode et que j'essaie de l'ajouter, eh bien, je ne peux pas arriver à cette condition d'encastrement si jolie que je vous ai présentée juste avant. La conséquence, c'est que lorsque ma diode émet à l'intérieur de ma boîte, eh bien, certes, elle émet toutes les couleurs, mais finalement, seule une va être capable de remplir la condition qui permet d'avoir exactement les encastrements lorsque je fais des allers-retours. Toutes les autres vont s'affaiblir et finalement, il n'en restera qu'une, une couleur très pure. C'est intéressant lorsqu'on veut faire un système de télécom parce que à chaque couleur, je vais pouvoir associer un train de données. Et pourquoi pas employer 100 couleurs simultanément qui vont transporter les données de 100 personnes. 100 fois plus d'utilisateurs, donc.
Mais une fois que j'ai créé un faisceau avec 100 couleurs, il faut que j'arrive à extraire la couleur qui m'intéresse. Ça tombe bien, la fameuse boîte. Si j'ai choisi la bonne taille de la boîte, je vais pouvoir extraire une couleur verte, rouge, bleue, exactement, simplement en changeant la taille de la boîte, parce que c'est la taille de la boîte qui détermine les oscillations qui vont être résonantes à l'intérieur et qui vont pouvoir sortir. Donc la cavité permet aussi d'extraire les couleurs, de les filtrer comme un filtre coloré. Donc au final, j'ai quand même un objet extrêmement intéressant. J'ai un objet qui donne une lumière très pure, qui est très puissant et qui est très directif. Pour le problème qui nous occupe, ça paraît idéal. Oui, sauf que ça reste de la lumière. Et s'il y a des astronomes dans la salle, on sait tous que quand on observe une étoile, eh bien, on a de la scintillation. Scintillation, c'est le fait que l'atmosphère bouge. Et elle agit sur la capacité de mon pointeur d'atterrir exactement à l'endroit que je suis en train de viser. Donc il va falloir gérer. Et ça tombe bien, on a à notre disposition les mêmes outils que les astronomes utilisent. Et on sait aussi que lorsqu'on fait de l'observation astronomique, que s'il y a un nuage qui passe, dommage pour nous, ce n'est pas le bon jour, ce sera pareil. Et vous, en tant qu'utilisateur de haut débit, ça ne vous plaira pas d'avoir votre connexion coupée parce qu'il y a un nuage qui est en train de passer. Donc là, la solution, il n'y en a pas 36 000, il faut simplement pointer le pointeur ailleurs. Donc viser sur un autre endroit où justement la météo est plus clémente et terminer le trajet avec une fibre qui se retrouverait au sol. Oui, mais si je suis au sommet du Mont Blanc, dans un coin isolé et qu'il y a un nuage qui passe, je fais comment ? Eh bien, c'est pour ça que la solution la plus réaliste, ce n'est pas un satellite formé avec un simple pointeur. Ce sera une combinaison entre un satellite hybride radio et optique. Vous émettrez à partir de votre smartphone vers un satellite par onde radio. Et ensuite, le reste du trajet sera fait par le pointeur et éventuellement une fibre, si jamais il y a un nuage qui vient de passer. Donc je suis convaincu que le satellite optique sera au satellite radio ce que la fibre était au câble téléphonique. Avec la possibilité de gagner 10 à 100 fois plus de débit et d'utilisateurs que ce qu'on fait aujourd'hui. Et peut-être un avantage supplémentaire pour les astronomes amateurs, c'est que plus les satellites sont gros, moins ils sont nombreux. Moins ils viendront avoir un impact sur la possibilité des astronomes de regarder les étoiles. Et ça aussi, c'est un avantage. Merci. Il faut faire dans les temps.